Bonjour et bienvenue à tous à ce plateau spécial consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique de notre pays. Au menu de ces échanges, deux projets de loi, l'un portant Code de l'administration territoriale et l'autre portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme. Deux projets portés au plus haut sommet de l'État par le président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui a tenu à en faire la pédagogie avant toute transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote. On reviendra bien évidemment sur la rencontre Boni-Yayi-Patrice Talon et d'autres questions d'intérêt général. Et pour répondre à toutes les questions en suspens, nous avons le plaisir de recevoir Wilfried Léandre Humbedji, secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Et je partagerai ce plateau avec mon confrère Herman Anyambossou de Canal 3. Merci. Bonjour, monsieur François Xavier. Bonjour. Bonjour, monsieur le secrétaire agent du gouvernement. Vous Bonjour. êtes sur ce plateau pour nous donner quelques éléments sur ces faits d'actualité rappelés tantôt par mon confrère. Alors, premier sujet, c'est vrai, il y a une loi, un projet de loi qui a été porté par le gouvernement et donc qui est transmis au Parlement, où c'est déjà en cours, et qui porte réforme de l'administration territoriale chez nous au Bénin. Qu'est-ce qui justifie au fond ces réformes-là? Le projet de décret portant Code de l'administration territoriale a été étudié et adopté par le gouvernement à l'occasion de la session du Conseil des ministres du mercredi 29 septembre dernier. Et après cette adoption, la démarche administrative, les procédures administratives demandent que le texte soit envoyé à l'Assemblée nationale. Et donc, la formalité substantielle de l'adoption d'abord par le Conseil des ministres du projet de décret a été accomplie. Et vous avez raison donc d'envisager que l'Assemblée nationale sera saisie de ce projet de loi au fin de l'étudier et nous l'espérons bien de l'adopter. Qu'est-ce qui justifie cette ambition de réformer l'administration territoriale? Cela a été suffisamment dit à l'occasion de la séance d'échange que le gouvernement a organisée avec les maires, leurs adjoints et les préfets de département. Nos compatriotes savent, vous de la presse également, vous l'avez souvent relevé, que la décentralisation dans notre pays, après 2 décennies de mise en œuvre, peine à produire des résultats probants, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, dans le sens de la création d'un environnement de vie saine et agréable. Il est vrai que depuis 2016, l'État central fait davantage d'efforts pour moderniser le pays, créer les conditions de base du développement intégral. Comment faire en sorte que le rythme qui s'observe aujourd'hui au niveau national se duplique au niveau communal, pour que nos compatriotes n'aient pas le sentiment que le train du développement est à 2 vitesses, qu'il va plus vite selon que l'on est dans les grandes villes, à Cotonou, Porto-Novo et Parakou, et qu'il va beaucoup moins vite quand on se retrouve dans les autres communes. C'est d'abord ce souci-là que le chef de l'État a eu, de dire notre rôle, c'est de créer les conditions minimales pour le développement intégral du pays, mais c'est aussi et surtout d'assurer le développement équilibré du territoire afin que les Béninois, où qu'ils se trouvent dans notre pays, puissent avoir accès à tous les services sociaux de base et qu'ils aient le sentiment de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre sans avoir besoin de s'exoder de leur commune vers d'autres communes. C'est l'ambition qui justifie la démarche du gouvernement et de son chef de procéder à une réforme d'envergure de la décentralisation dans notre pays. On a l'impression par rapport à ce projet que les choses sont allées très vite entre la rencontre survenue entre les maires et le président de la République et son équipe et l'adoption de ce projet en Conseil des ministres. On a l'impression, est-ce que ça voudra dire que les maires sont allés très vite dans leurs propositions? D'abord, les choses ne sont pas allées très vite. J'ai l'habitude de dire qu'avec le président Patrice Talon, c'est la méthode, c'est l'ordre et c'est la rigueur. C'est une question d'organisation. Depuis qu'il a pensé cette réforme, depuis qu'il a annoncé, les dispositions pratiques ont été prises pour la préparer. Ce que vous avez vu une semaine plus tôt avec les maires, c'était déjà l'antichambre de la décision finale. Aller présenter le projet de réforme, recueillir les observations. Et donc, il n'y a pas eu de précipitation, si c'est le sous-entendu. Il n'y a pas eu de précipitation. Tout a été millimétré dans le temps
pour que cela aboutisse à l'adoption du 29 septembre dernier par le Conseil des ministres. Et maintenant, est-ce que effectivement les maires ont eu le temps de faire leurs observations? Au cours de la séance, ils avaient dit qu'ils se donnaient jusqu'au mardi 28 pour transmettre leurs observations. Effectivement, il y a eu une séance de travail entre la délégation de la NCB et le comité technique qui a préparé la réforme, sanctionné par un procès verbal. Et à l'occasion, les maires ont eu la possibilité de soumettre leurs préoccupations qui ont été étudiées par le Conseil des ministres. Voilà, on a tous en mémoire cette prise de parole, on va dire, iconique du maire de Kouamassé. Expliquez-nous très concrètement la charpente de ce projet, de cette réforme. Alors, globalement, on va mettre l'accent sur 3 points majeurs de cette réforme. Ce qui ne change pas, c'est que les maires sont élus dans les mêmes conditions que ce qui se fait jusque-là. Ce qui change, c'est que les maires ne sont plus ordonnateurs du budget de la commune. La réforme institue un secrétaire exécutif tiré au sort d'un fichier national et nommé par arrêté du maire et qui ensuite devient le chef de cette administration-là. Il gère le budget. Il nomme les secrétaires administratifs d'arrondissement, donc son personnel, pour l'exécution du budget. C'est une réforme fondamentale. Et c'est la boutade. Oui. Ramenez-nous notre budget. Oui. Parce qu'on pense que quand on gère le budget, en tant qu'acteur politique, cela offre des latitudes. Pour faire joliment, cela offre des latitudes. Or, ces latitudes vont-elles dans le sens de la protection de l'intérêt des populations de la commune? Vont-elles dans le sens des investissements conséquents au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations? Nous avons tous fait le constat que, globalement, c'est non. Et la solution, c'est de faire en sorte que désormais, le budget soit géré par quelqu'un qui s'y connaît, qui est dédié à ça et qui rend compte au maire, au conseil communal ou municipal, dont il reste l'employé. C'est un aspect qu'il faut marquer de 2 traits pour l'avenir. Parce que, au regard des précautions qui entourent ce dispositif, le gouvernement n'a pas de doute que cela va prospérer. Et quand ça aura prospéré, dans quelques années, à l'occasion d'un bilan d'étape, les maires eux-mêmes pourront vous dire que c'était bien pensé, c'était juste d'avoir fait ainsi. Quand on a fait ça, un autre point majeur a été l'institution d'un conseil de supervision qui est là, qui est un peu comme un conseil d'administration ou un gouvernement qui apprécie le travail du conseil municipal, qui apprécie le travail du secrétaire exécutif. Le conseil de supervision n'est pas composé d'étrangers au conseil, non, c'est le maire et ses adjoints. Les maires ont plaidé pour que les chefs d'arrondissement se joignent au conseil de supervision. Mais la réforme a voulu que, avec un comité de 7 à 8 personnes, ils aient le temps, ils aient la latitude de regarder dans le menu détail ce que à 30 ou à 25 ou à 40, on ne peut pas faire. Ils votent le budget qui revient au conseil municipal qui peut faire ses amendements, adopter ou rejeter. Et en ce moment-là, le projet retournerait au conseil de supervision pour prise en compte des amendements qui ont pu être formulés avant maintenant de revenir et d'être définitivement votés ou non. Il y a de ces maires qui pensent que c'est une manière pour l'État central de les dépouiller de tout ce qu'ils ont aujourd'hui comme élément essentiel pour gouverner. Encore que les maires disent qu'ils sont élus et qu'ils doivent rendre compte à leur mandat. Je crois qu'après la pédagogie qui a été faite in situ, ces préoccupations, ces craintes des maires ont été définitivement balayées. Ils ont bien compris que la perspective, c'est la recherche de l'efficacité. C'est la recherche d'une décentralisation effectivement au service du développement. Et ils ont compris par ailleurs que cette réforme vise même à leur éviter dorénavant tout ennui judiciaire, en tout cas vis-à-vis de la criette, en ce qui concerne la mauvaise gestion éventuelle des deniers publics. Il ne fait pas bon de se retrouver accusé
devant la criette pour rendre compte de la gestion qu'on aurait faite des fonds publics. Et vous savez très bien que certains maires, certains élus, l'actualité nous offre d'ailleurs à voir cela, on peut se retrouver devant la criette pour rendre compte de leur gestion. Désormais, vous ne gérez plus le budget. Vous ne signez plus les papiers pour attribuer les domaines publics de la mairie à des amis, à des compagnons. La réforme vous évite d'aller devant la criette. Et je crois qu'ils sont plutôt très contents de ça. L'une des craintes également, c'est au niveau du secrétaire exécutif. Il y a beaucoup de maires qui pensent que, tel que c'est prévu sa désignation, ça pourrait également les dépouiller de contrôle, d'avoir un œil regardant sur comment est-ce que le budget est géré. Non, là encore, ils ont été rassurés. Le maire reste la première autorité politique et administrative de la commune. Le maire a un droit de regard sur la façon dont le budget de la commune est exécuté par le secrétaire exécutif. Et donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Par contre, au début, ils ont eu certaines craintes en se disant, mais le secrétaire exécutif peut devenir demain notre rival politique, notre concurrent, notre challenger. Mais regardez les précautions qui ont été prises. On lance un appel, après avoir défini le profil type du secrétaire exécutif, on lance un appel. Tous ceux qui remplissent les conditions et qui sont intéressés postulent. Ils composent, les résultats sont connus, enquête de moralité effectuée et ils intègrent une base de données nationale, pas communale, nationale. Donc demain, vous avez peut-être 500 personnes ou 1000 ou 10 000 dans une base de données. D'où il faut tirer 77 secrétaires exécutifs. Au jeu de la probabilité, vous êtes de la commune X, vous tirez quelqu'un qui vient de la commune A. Vous tirez quelqu'un qui vient de la commune H. Vous êtes de la commune A, vous tirez quelqu'un qui vient de la commune Z. Donc, il y a très peu de chances que vous tiriez comme secrétaire exécutif quelqu'un qui vient de votre commune. Un premier niveau d'assurance pour le maire. Mais ensuite, tenant compte de ce que, effectivement, sur la tête des humains, il peut y avoir des déviances quand les travers des uns et des autres s'expriment. La loi a canalisé l'activité du SE. Et donc, il y aura une interdiction pour le SE d'avoir à se porter candidat dans la commune ou le département en fonction de comment l'Assemblée nationale va trancher pour l'élection qui suit immédiatement la fin de ses fonctions. S'il nourrit des ambitions politiques, ce qui est légitime en tant que citoyen, et vous ne pouvez pas lui interdire, parce qu'il aurait été SE, d'avoir à nourrir la volonté de devenir maire dans sa propre commune, ou même dans votre commune s'il en est originaire. Et encore que, est-ce que la loi fait obligation d'être absolument de la commune avant d'être élu conseiller ou d'être élu? Voilà pourquoi il y a cette limite qui est posée au SE pour que dans tous les cas, il ne profite pas de son mandat de SE, de ce qu'on le voit à l'œuvre, pour devenir un concurrent politique. Il attendra un certain temps avant éventuellement de faire valoir ses prétentions à la chose politique. Du coup, est-ce que le maire n'est pas simplement assujetti à une fonction de représentation? Pas du tout. Pas du tout. Si je suis maire demain et que j'ai un secrétaire exécutif, je vais m'employer à ce qu'il soit le plus efficace possible. Moi, j'ai déjà les ennuis qui me sont évités. J'ai des ennuis qui me sont évités. Je consacre mon temps à suivre son travail. J'irai observer, je vais l'inviter parfois, dire bon, comment ça se passe, tel chantier. C'est vous qui définissez votre politique. Le SE ne met en œuvre que votre politique. Au fond, c'est ça. Il est le bras opérationnel de votre vision pour la commune, de ce que le conseil communal a décidé et tracé comme ligne pour la commune. Donc le SE, vous veillerez, vous allez même prier pour tirer un SE efficace. Parce qu'à la fin, c'est votre mandat, c'est votre bilan. C'est pas son bilan, c'est votre bilan à vous. Est-ce qu'au finish, on peut dire donc que les maires ont adhéré à ces réformes-là? Totalement. Ben, c'est ce qui s'est décidé dans la salle. Quand ils ont eu les assurances qu'ils attendaient, on n'a pas noté d'opposition à cette réforme-là. Non, bien au contraire. Et si vous avez suivi leur réaction à la fin, je crois qu'ils étaient très enthousiastes. Et c'était, quand bien même,
le représentant du chef de l'État à l'ouverture, le secrétaire général de la présidence de la République, a laissé entendre dans son message que cela devrait commencer dès leur mandat actuel. Certains n'y ont pas prêté attention et dans leurs propos plus tard, ils auraient même demandé que la réforme commence à s'appliquer maintenant. C'est vous dire combien ils sont engagés à ce que cette réforme s'implémente effectivement. À lire le projet, on voit très clairement une envie de séparer, de compartimenter les organes politiques des organes techniques. Est-ce que pour les autres postes techniques, est-ce que c'est le même procédé de recrutement ou ce sera la discrétion du secrétaire exécutif? Même pour les secrétaires administratifs, il y aura un fichier. Pour les secrétaires administratifs d'arrondissement, il y aura un fichier. Et donc, le secrétaire exécutif ne peut pas se lever et nommer n'importe qui. Pour les secrétaires administratifs d'arrondissement, c'est Bac plus 3. Et certains maires, on peut dire, on cherchera longtemps, on n'en trouvera pas. Mais on est convaincu qu'il y a des Bac plus 3 dans toutes les communes du Bénin. Donc, même le secrétaire exécutif, vous voyez bien la pertinence et le caractère suffisamment objectif de la réforme. Il ne peut pas se lever et aller choisir ses amis qu'il nomme. On va les sortir de la base et il les déploie. Mais un autre point de la réforme dont on peut parler ici, en le corrélant à la question que vous posez, c'est la rationalisation du nombre de commissions les commissions techniques au niveau des communes. Il y a des communes qui en ont une dizaine, une douzaine, une quinzaine. Aujourd'hui, c'est 4. Les maires auraient voulu qu'on ajoute une autre, mais en y réfléchissant bien, la formule a été trouvée de prendre les prérogatives envisagées pour cette autre commission et de les adjoindre à une qui est déjà là. C'est notamment sur la question de l'environnement ou du cadre de vie. Donc, on rationalise à ce niveau-là aussi pour la recherche d'efficacité, afin que les ressources ne soient pas dispersées non plus. En ce moment, il y a des missions qui sont normalement dévolues aux communes que l'État central assume, par exemple une part de l'asphaltage, l'éclairage public, la gestion des ordures. Est-ce que la rétrocession de ces missions sera corrélée à la mise en branle de cette réforme, ou il faudra attendre quelques années pour que, à la fin des projets, pour que les collectivités locales puissent, disons, pour que ces missions puissent leur revenir? Dans le cas des projets que vous avez évoqués là, l'État central a pris la précaution de signer une convention cadre et des contrats spécifiques avec les mairies et les communes concernées. En reconnaissant ainsi que, de base, c'est leur prérogative, mais comme elles n'ont pas les moyens ou les capacités de les prendre en charge correctement maintenant, l'État se substitue à elles, fait le travail, fait les investissements, entretient, mais les associe à l'œuvre pour qu'à terme, on puisse leur retourner effectivement ces infrastructures et leur gestion. Et cela va sans doute continuer pendant un certain temps encore, le temps que tout le monde se fasse effectivement à l'idée du renouveau qui est en cours au Bénin, à l'idée de ce nouvel état d'esprit qui doit nous guider et que désormais la recherche de l'efficacité, de l'efficience dans l'action publique essaime de partout. Et ainsi, on aura la conviction que, quelle que soit la commune que l'on considère, les acteurs publics qui y sont ont à cœur le développement, ont à cœur le bon entretien des infrastructures qui sont réalisées. Les réformes intègrent également les statuts de certaines communes, communes à statut particulier, communes à statut intermédiaire et communes un peu dit ordinaires. Dites-nous, si ce n'est pas trop dévoilé, quels sont les amendements portés par les maires à ces réformes-là? On a jusqu'ici 3 communes à statut particulier. La réforme envisage d'ajouter la commune d'Abomey et Calavi pour des raisons évidentes que tout le monde peut comprendre au lot des communes à statut particulier. Après, sur les communes à statut intermédiaire, le critère fondamental est être chef-lieu de département sur la base de critères historiques et autres. Les maires ont compris cela et il n'y a pas eu il n'y a pas eu de contestation. L'initiative de la sanction, parce qu'on parle des liens fonctionnels entre le secrétaire exécutif. Le maire peut être à l'initiative. Tout ce qu'on a voulu éviter, c'est de laisser à la discrétion du maire le sort
du secrétaire exécutif. Autrement, pour un rien, un maire peut décider de relever un secrétaire exécutif et ainsi de nuire à la commune, de paralyser l'action publique au niveau de la commune. Mais parce que le secrétaire exécutif, et la réforme le dit, est un employé de la mairie dont le maire est le premier responsable, le maire peut déférer les fautes du secrétaire exécutif devant le conseil de supervision, qui en ce moment-là va les analyser et prendre les décisions qui s'imposent. Voilà. Oui, nous allons brancher sur le second point de nos échanges. Oui, et il s'agit de ce projet de loi qui porte protection de la femme. C'est vrai que le sujet a fait l'objet de débats au cours de cette semaine et il y en a qui pensent déjà qu'il y a une surprotection de la femme. Il n'y a pas surprotection de la femme. Il y a à protéger nos femmes et nos filles d'excès divers, de déviances diverses dont nous avons tous connaissance dans notre société. Vous êtes des pères de famille, si vous avez des filles, vous ne toléreriez pour rien au monde qu'elles subissent les ignominies que ce projet de loi tend à réprimer ou à éviter. Et puis on fait trop focus sur les violences dont tout le monde parle, le viol, le harcèlement. Ce projet de loi adresse aussi le mariage précoce, le mariage forcé dans nos communes. C'est une avancée majeure quand on connaît la réalité des pratiques dans le Bénin réel. Donc c'est une ambition globale au profit de la société, mais particulièrement de la femme béninoise. Il n'y a pas de surprotection. En termes de répression de tout ce qu'il y a comme violence autour des femmes, basée sur le genre et tout, le Bénin est quand même un bon élève en termes de production législative. Qu'est-ce qui au fond n'a pas marché? Vous dites bien que nous sommes bons élèves en termes de production législative. Et si malgré cette abondante production législative, nous en sommes encore là, peut-être que nous n'avions pas toujours été pertinents dans le dosage des sanctions ou dans l'appréhension des infractions qu'il faut déférer devant la justice. Aujourd'hui, il y a une définition actualisée du harcèlement, du viol. On cerne mieux les faits qui y concourent et on adresse aussi les personnes qui doivent en répondre. Et on a été jusqu'à dire, pour plus d'efficacité, et ça répond concrètement à votre préoccupation, il sera créé une chambre des infractions à raison du genre au niveau de la Criette, qui devient désormais la juridiction compétente pour prendre en charge ces infractions. C'est une avancée majeure qui promet que cette réforme-là, comme les autres dont vous parlez, ne restera pas lettre morte. Voilà. À moins que je me trompe, il y a comme une fixation faite sur le corps enseignant. Y a-t-il des chiffres qui démontreraient par hasard que ce corps de métier soit plus affecté que les autres? Parce que depuis 2 semaines, tout ce qu'il y a comme illustration de ces phénomènes-là se rapporte peu ou prou au corps enseignant. Non, il n'y a pas de fixation sur les enseignants. Il y a que la conjoncture de l'actualité. Au moment où le débat se faisait, la présentation du projet de loi avait lieu, la conjoncture de l'actualité donnait à voir 1 ou 2 cas mettant en cause des enseignants. C'est pour ça que sur place, cet exemple a été donné. Mais ne voyez pas seulement les enseignants. J'ai pu dire dernièrement que c'est tous les hommes, formateurs, enseignants, supérieurs hiérarchiques ou autres. Même dans le domaine, dans les lieux privés. Même dans les lieux privés. Vous êtes artisan et vous avez des apprentis. Oui. Vous êtes concerné. Oui. Vous êtes concerné. Vous êtes enseignant. Vous avez les élèves. Vous êtes concerné. Vous êtes un militaire. Vous êtes concerné. Qui encore? Journaliste. Vous êtes concerné. Donc c'est tout le monde. Il n'y a pas de fixation. Après, on sait qu'il y a des corps qui, en raison de leur spécificité, peuvent donner lieu à beaucoup plus d'interactions humaines qui exposent beaucoup plus que d'autres.
Et c'est peut-être pour ça que vous avez le sentiment que le corps enseignant est particulièrement indexé. Non, il n'y a pas de fixation. Il y a eu cette loi qui porte prévention et répression des violences faites aux femmes. Il y a le code de l'enfant qui parle de viol. Il y a le code pénal qui a été toiletté il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qui urge autant pour qu'on puisse aller tout de suite vers une sorte d'actualisation encore des données? Chacun de nous voit l'émoi que suscite dans notre société, sur les réseaux sociaux, chacun des actes de cette nature qui émergent. On peut considérer que c'est peut-être parce que nous sommes à l'aide des réseaux sociaux qu'on en parle plus souvent. Mais il y a des statistiques au niveau du ministère des Affaires sociales qui montrent qu'il y a une explosion de ce type d'agression sur des mineurs, sur des élèves. Et quelqu'un a pu dire, pour vous rassurer encore, M. Noumon, que la plupart des jeunes filles élèves qui tombent enceintes en cours d'année le sont du fait de jeunes artisans qui sont au quartier, pas forcément les professeurs. La loi ne vise pas forcément les grossesses. Ouais. C'est comment c'est arrivé. Si vous harcelez la personne pour y arriver, si vous la violez, et ça, quelle que soit votre nature, vous en répondrez. Maintenant, cette loi-là, portant disposition spéciale, induit l'amendement de plusieurs autres lois. Le code pénal, le code de procédure pénale, le code des personnes et de la famille et la loi sur l'embauche notamment. Donc, c'est des lois qui existaient déjà et qui vont connaître un renforcement de leurs mesures ou un certain affinement de la définition des personnes à appréhender. Prenez l'exemple du mariage précoce. Vous savez que ça existe dans notre pays. Oui, effectivement. Des enfants, jeunes filles de 12-13 ans, dont la place est à l'école, peuvent être donnés en mariage par nos familles dans de nombreuses contrées. Désormais, que vous soyez géniteur, que vous soyez bénéficiaire du mariage précoce, que vous en ayez eu connaissance sans avoir rien fait, vous répondrez. Vous répondrez. Pareil pour les mutilations génitales féminines. Pareil pour les mariages forcés. Vous voyez, on a élargi l'éventail des personnes responsables à telle enseigne que chacun doit y réfléchir désormais par 2 fois avant d'aller assister ou de laisser faire. Je dis d'aller assister parce qu'on sait que de pratiques sociologiques, il y a des communautés dans lesquelles c'est même un événement. Et on organise une fête autour. On veut éviter tout ça parce que nous tendons vers la modernité. Le monde évolue, le monde change. Et il n'est pas normal que nous continuions à vivre comme cela se faisait il y a 200, 300 ans. Le journal a titré en fin de semaine que les femmes ont désormais la parole et que la peur a changé de camp. Je veux croire que ce n'est pas le type, il ne faut suivre pas ces réformes, non? Non, il s'agit de faire peur à personne. Il s'agit de promouvoir les bons comportements, de promouvoir le respect dû aux femmes et aux filles dans notre société. Il ne s'agit pas de faire peur. Respectons la loi. Soyons des hommes dignes et sages, et puis personne n'irait nous convoquer devant les juridictions. Vous ne voyez que la loi sous cet angle-là. Mais si une femme se rend coupable des mêmes actes envers un homme, elle répondra aussi de ça. Elle répondra de ça. C'est la personne. Le titre de la loi est un fait. Mais allez à l'intérieur, vous verrez qu'on vise les violences aggravées sur la personne humaine. Violences sexuelles aggravées sur la personne humaine. Donc si vous êtes une femme aussi et que vous faites subir les mêmes choses à un homme, vous en répondrez. Vous avez parlé des enseignants tout à l'heure. Autant un enseignant homme peut s'amouracher de son élève ou de son étudiante, autant un enseignant femme, donc une enseignante, peut entreprendre son étudiant, son élève. Ça se fait ailleurs. Mais le corollaire également, et on a pu le constater ces derniers jours, on peut déplorer le fait que des noms
soit jeté en pâture sans que la culpabilité ne soit établie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que de ce côté-là également, du côté des structures spécialisées, police et justice, qu'on devrait plus mettre un peu plus de discipline et de garde-fou pour ne pas, disons, ébruiter ou bien éventer ces affaires avant que justice ne soit faite? En général, les femmes, elles sont doublement, voire triplement victimes. Oui, Et si elles subissent ces ignominies, elles ont le poids, le regard de la société. On ne les regarde pas toujours comme victimes. Et puis, elles n'osent pas en parler. Elles souffrent en silence. Après la douleur psychologique, elles souffrent encore en silence et elles souffrent le regard de la société qui les voit comme ce qu'elles ne sont pas. Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait une certaine vindicte sexuelle à l'égard des hommes ou de fausses auteurs? Dans tous les cas, il existe dans la loi, et cela n'a pas changé avec cette réforme, il existe l'infraction de dénonciation calomnieuse. Si vous n'avez rien subi, si quelqu'un ne vous a pas harcelé, et quand on parle de harcèlement, attention, cela suppose la répétition. Celui qui vous compte fleurette une fois, vous n'en voulez pas, vous lui dites non, il arrête, il ne vous a pas harcelé. Vous n'irez pas écrire sur les réseaux sociaux que quelqu'un qui vous a croisé au détour de la rue, ou bien à la sortie de l'église, ou dans la cour de l'école, et qui vous fait des avances, il vous a harcelé. C'est légitime. C'est légitime. Mais si ça se fait malgré votre refus 1000 fois, 10 000 fois, que tous les soirs votre téléphone crépite parce que la même personne revient à la charge, en ce moment-là, vous serez fondé à dire il y a quelqu'un qui me dérange plus que de raison. Mais s'il n'y a rien et que c'est juste pour des questions de vengeance ou pour nuire à autrui que vous allez exposer un honnête citoyen, vous devez en répondre aussi. La loi ne donne pas la latitude de commettre des abus et de s'en tirer à bon compte. Non, ça n'est pas la vision de la loi. Quand on fait un peu le point du corpus législatif en matière de violence faite aux femmes et tout ce qui entoure, on se rend compte que nous sommes bien dotés, le Bénin en a produit suffisamment, mais le reproche fait à l'ineffectivité de ces différentes dispositions, c'est le fait que l'État béninois ne dispose pas de structures pour accueillir les victimes de ces violences-là. Aujourd'hui, avec l'Institut national de la femme nouvelle formule, vous savez très bien qu'il y a un pas en avant qui a été fait. Mais la loi prévoit également la prise en charge de ces victimes au plan psychologique, l'accompagnement qu'il faut pour leur permettre d'évacuer la douleur, de sortir de cette souffrance. La loi a prévu ça et nous allons veiller, le gouvernement et son chef veilleront à ce que tout ce qui est prévu soit mis en œuvre. D'ailleurs, le chef de l'État a dit, quand la loi va être votée, nous allons mettre tous les moyens qu'il faut à la disposition de l'Institut national de la femme. Et ce combat-là, il va être porté au moins au même niveau que la lutte contre la mauvaise gouvernance. Et il a dit, et il le fera. Il a dit que l'Institut national de la femme aura des points focaux partout dans le pays, des délégués, en fait, qui vont rapporter les faits, qui vont les remonter en temps réel. Et il y aura la prise en charge, mais il va y avoir un marquage à la culotte en réalité pour que, une fois la loi advenue, l'État donne le ton de ce que désormais c'est tolérance zéro, afin que les bonnes habitudes reviennent dans la cité. Voilà, en parlant de justice, on sait par le retour d'expérience, le recul qu'on peut avoir sur des pays plus avancés que nous, les pays occidentaux par exemple, on sait que le principal point d'achoppement, c'est le traitement dès que l'acte est commis par exemple les OPJ, les officiers de police judiciaire. Est-ce qu'il y a un effort qui sera fait pour la spécialisation de ces officiers de police judiciaire? Je peux vous rassurer parce que c'est une réforme portée par le président Patrice Talon. Et moi je sais, vous le savez désormais aussi, qu'il ne fait pas les choses à moitié. Il ne fait pas pour le plaisir de faire. S'il a décidé qu'on s'y engage, c'est parce qu'il a prévu que tout ce qui doit être fait pour la rendre opérationnelle, effective, se fasse.
quand on a mis en place la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, on a bien dédié du personnel à cette Cour. Déjà, on dit que ces infractions vont désormais relever de cette même Cour. Et tout de suite, il dit on va créer une chambre spécialisée au niveau de cette Cour. Cela donne le ton. Et donc, pour être rassuré, aussi bien les magistrats que les OPJ et tous autres acteurs qui auraient à intervenir dans le traitement, la prise en charge de ces infractions, ils bénéficieront des formations, des remises à niveau, d'expériences d'ailleurs, pour pouvoir prendre vraiment en charge ces questions délicates. Oui, ce projet de loi intègre également le fichier des délinquants sexuels, pour ainsi dire. Alors, dites-nous, est-ce que ce n'est pas dégradant? Le fichier national des personnes condamnées pour des infractions à raison du genre, commises à raison du genre. Ça ne s'appelle pas, on n'a pas employé le thème de délinquance sexuelle. On est plus élégant déjà, vous voyez, donc ce n'est pas aussi dégradant que vous le dites. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'éviter que notre nom s'y retrouve. C'est aussi pour des besoins futurs d'enquête de toutes sortes. Vous conviendrez bien, et les pays qui l'expérimentent avant nous font bien la preuve de ce que c'est utile. Si vous êtes, par exemple, d'une commune ou d'un quartier où ces faits se sont produits et que vous figurez au fichier, si entre-temps vous avez purgé votre peine et que vous êtes libre, vous savez bien, et c'est de pratique normale, que tout de suite, on peut vous envisager comme un des suspects possibles. N'est-ce pas? Ça facilite les enquêtes à venir. On vous identifie parce qu'on connaît les profils et on sait que bon, dans ce quartier, il y a 2 ou 3 comme ça. Ailleurs, ils sont 5. On commence par là. Et si ça n'est pas vous, on sait bien, il y a d'autres personnes alors qu'il faut aller chercher. Et quand on a retrouvé, à la fin, ces personnes vont intégrer également ce fichier. Oui, il n'y a rien ça, de dégradant. Ça pose un problème essentiel. Ce qui est dégradant par contre, c'est ce que l'on fait subir aux femmes. Oui, et qui conduirait à se retrouver dans un fichier dédié. On est tous d'accord là-dessus, mais il y a un problème de justice sociale aussi qui se pose. Alors, quand je suis condamné pour un acte de ce type, que j'ai accompli ma peine de prison, est-ce normal que mon nom se retrouve encore dans un fichier? Est-ce que ça voudra dire que je suis suspect à vie? Si vous êtes un délinquant, je n'ajoute pas le qualificatif sexuel, vous êtes un délinquant, vous avez été condamné, et que vous briguez une fonction, et la loi dit que vous ne devez pas avoir été condamné, est-ce qu'on vous admettrait quand même? Non. Si vous postulez un emploi dans une société et qu'on fait une enquête de moralité sur vous et on remonte que vous êtes un kleptomane, par exemple, est-ce que celui qui veut vous recruter sera quand même... Évidemment non. Évidemment non. C'est l'enquête de moralité. Et donc, ce fichier-là, c'est pour concourir à mener de bonnes enquêtes de moralité. Il n'y a pas d'injustice sociale. Non, c'est la spécificité liée à ce type de crime qui interpelle. Pourquoi on ne le fait pas pour ceux qui ont détourné une fois? Pourquoi on ne le fait pas pour que... Ah, mais vous savez, vous savez que depuis 3 ans au moins, les directeurs de l'administration et des finances dans nos ministères sont tirés au sort d'un fichier national. Le ministre qui doit nommer un DAF, il va tirer. Mais quand les gens ont fini de composer, il y a eu enquête de moralité. Il y a des gens qui étaient admis. Mais l'enquête de moralité a révélé des choses qui ont fait qu'ils n'ont pas pu intégrer le fichier. C'est sur tous les plans. Pourquoi vous faites de la fixation sur ce cas précis? Non, on n'en fait pas une fixation. Au contraire, pour des raisons de justice sociétale, ça s'entend qu'on puisse le faire. C'est comme une épée de Damoclès à vie sur ces personnes-là. Et ça pose la question de la réhabilitation qui est dévolue à tout prisonnier. C'est comme si ça vous reste tout le temps collé à la peau. Est-ce que quand vous avez volé une fois, on ne vous soupçonne pas toujours quand il y a un vol? Quand vous avez été dans une classe où c'est vous qui empruntiez indûment les stylos de vos camarades, quand un vient à se perdre, on tourne d'abord les regards vers vous. C'est clair. Oui, non? Mais donc, il n'y a rien de spécifique. Ce qui se fait là, c'est normal. C'est ce qui se fait partout. Où on veut avancer dans le bon sens.
C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que cette réforme-là ne conclut pas l'échec des tribunaux de droit commun? Déjà qu'il est dit que pour des faits, par exemple, de viol, il peut arriver que le parquet requalifie les faits, parle de atteinte aux mœurs et tout, pour pouvoir tirer d'affaire le présumé coupable. Dites-nous pourquoi est-ce qu'on dessaisit les tribunaux de droit commun? Présumé innocent, présumé coupable. Oui, c'est vous qui êtes sévère. Pourquoi est-ce qu'on dessaisit les tribunaux de droit commun et qu'on confie désormais ça à la criette et à une chambre spécialisée? Nos tribunaux et leurs acteurs font un travail formidable. Les tribunaux sont animés par des gens de bonne volonté. Mais après, vous savez tous que parfois, en raison de leur nombre, ils peuvent, malgré leur bonne volonté, ne pas être aussi efficaces qu'ils le souhaitent. On a fait l'expérience avec la criette désormais. Décriée au début, aujourd'hui tout le monde salue la criette parce qu'elle est devenue efficace. Elle est devenue même, on peut dire, l'icône de notre justice. C'est ça la vérité. Ce n'est pas que ceux qui sont à la criette sont forcément meilleurs aux autres. On les a dédiés à une mission. Et ils gèrent. Ils ont le personnel. C'est pour ça que l'État fait des efforts pour recruter des magistrats. Et le président Talon a promis. On a déjà fait au moins 3 recrutements depuis qu'il est là. Il en est même arrivé un sur lequel on voulait 80, mais il n'y en a eu que 12 qui étaient admis. Et parce que les choses ont changé dans notre pays, il ne s'est trouvé aucun acteur politique, aucun soutien du chef d'État pour dire, comme il reste 68 places, on peut se les partager, non? Personne n'a osé penser à ça parce que les choses ont changé. Il va y avoir bientôt une reprise du concours de recrutement d'officiers de justice. Et tout ça, c'est autant d'efforts pour doter la justice de personnel qualifié. Et avec le temps, nous espérons bien que le ratio magistrat, nombre de dossiers traités ira davantage en faveur de l'assouplissement pour plus d'efficacité. Toujours sur ce sujet, pour clore ce chapitre, est-ce qu'en définitive, le vrai combat à gagner pour protéger nos femmes, nos filles, nos sœurs, ce n'est pas celle de l'éducation? C'est un tout. C'est un tout et nous en avons tous conscience. Mais vous savez aussi par ailleurs que le sexe est consubstantiel, a-t-on dit, au péché dans le monde. Quelles que soient les éducations, quelles que soient les précautions que l'on prend, il y a toujours des infractions, il y a toujours des travers qui s'expriment. Quand cela vient à arriver, il faut que la réponse de la société soit énergique pour décourager. Et donc, on n'occultera pas l'éducation, la sensibilisation, mais on n'occultera pas davantage la sanction quand elle sera nécessaire. Voilà. Sujet d'actualité, on va évoquer la rencontre entre l'ancien président Boni Yayi et son successeur Patrice Talon. C'est vrai qu'à la fin, on a eu quelques points des sujets débattus en tête à tête, mais on va d'abord parler de la forme. Pourquoi est-ce que c'est Boni Yayi seul qui a été rencontré par Patrice Talon, et qui est-ce qui a eu l'initiative de la rencontre? C'est Boni Yayi seul parce que c'est lui qui a demandé à rencontrer le président de la République. Je suis sûr que s'il avait dit au président de la République, je viens avec une délégation de 3, 5, 10 personnes parce qu'elle aussi aimerait vous rencontrer, le président les aurait reçus. Donc c'est lui qui a fait sa demande. Et parce que reçu seul, il y en a qui pensent qu'il est allé défendre ses problèmes personnels. C'est-à-dire devant Patrice Talon. C'est-à-dire il n'a pas évoqué des questions qui touchent à la vie de l'opposition, puisqu'il est désormais le chef de file de l'opposition farouche à Patrice Talon. C'est ce que l'opinion retient. Non. D'abord, il y a un chef de file de l'opposition que l'opinion connaît, qui de droit remplit cette fonction. Monsieur Boni Yayi, ancien président de la République, c'est vrai, acteur politique, opposé à la gestion du président de la République, a demandé à le voir. Je ne vois pas vraiment ce qui fonde votre préoccupation. Voulez dire qu'il y a des non-dits. Il serait allé pour négocier des choses pour lui et non pas pour l'opposition. Tout ce qu'il a dit à la fin de l'audience, moi j'ai entendu, c'était des propos consacrés à ses amis, à ses compagnons d'une certaine opposition. Moi, je n'ai pas noté dans la reddition qu'il a faite de ces échanges avec le président de la République qu'il soit parti négocier des choses. Et 2 anciens amis qui se retrouvent, qui ont fait à peu près 1 heure d'échange en tête à tête.
c'est vrai que le point que M. Boni a fait a tenu en 5-7 minutes devant la presse. Donc vous vous demandez si c'est en 7 minutes, pourquoi ça a pris autant de temps à l'intérieur. Oui, mais à l'intérieur, il n'a pas pu les lire comme il a fait devant la presse. Il a dû prendre le temps de discuter, de décortiquer. Le chef de l'État a dû poser des questions pour mieux comprendre telle ou telle assertion, telle ou telle doléance. Et ça a pris ce temps. Après, j'ai dit, ces deux anciens amis, s'ils se retrouvent, c'est normal et légitime, cela s'entend, qu'ils puissent évoquer le bon vieux temps. Et que pourquoi pas, si l'un a des doléances toutes particulières, qu'il puisse les exprimer à l'autre s'il pense qu'il est en capacité d'y faire suite. Le président de la République, vous le savez, c'est un gentleman. Et il ne nous dirait pas à nous, si même il y avait eu des doléances particulières, il ne nous dirait pas, Monsieur Boni, quand il est venu ici, il a demandé telle chose. Mais ça, je vous le certifie. Donc, je vous mentirais si je dis qu'il est allé demander des choses particulières au président de la République. Ça restera sans doute entre eux jusqu'à ce que l'un ou l'autre veuille un jour en parler. Mais je n'en ai pas connaissance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a eu des demandes particulières, si elles vont à l'encontre de l'intérêt du Bénin, Patrice Talon n'est pas homme à faire des choses contre le Bénin. Ça, c'est certain. Mais au-delà, le reste vraiment appartient au secret de leur discussion. Justement, le président Yahya Boni, au sorti de cette rencontre inédite, a dit « Je demande ». Il décide à propos de ces doléances, en tout cas ce qui cristallise toutes les discussions, c'est libération de Rekia Madougou, Joël Aïvor et retour au bercail de ce qu'on appelle exilés politiques. Alors, vous n'êtes pas Patrice Talon, mais la suite, parce que c'est ce que tout le monde attend. Vous avez dit, je ne suis pas Patrice Talon, mais moi, pour ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu le président dire déjà, une première fois, on a passé l'éponge sur des actes attentatoires à la République, en faisant une amnistie. Et le président avait dit, ça ne va pas continuer. Aujourd'hui, il y a une procédure qui est en cours. La procédure n'a pas encore abouti. Ce que le président Boni demande s'apparente à une demande d'une nouvelle amnistie. Je ne sais pas ce que le chef de l'État va décider. Je sais par contre que les institutions de la République fonctionnent. La justice fonctionne. On peut se faire pardonner après coup si on reconnaît ses fautes. Il se peut que demain, des gens dont la responsabilité va être reconnue par la justice et condamnés bénéficient d'une mesure de clémence de telle ou telle portée, j'en sais rien. Cela participe du fonctionnement de la République aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, je ne saurais vous dire dans quel sens irait la réponse du chef de l'État. Mais vous parliez de non-dit tout à l'heure. Permettez-moi d'y revenir. Là où il y a non-dit, parce que en communication et en communication politique, on sait tous que les silences, les demi-mots, les non-dits, l'expression corporelle aussi sont autant de messages. Même le sourire. Le président Boni, appréciant la métamorphose des lieux où il a été reçu, a dit je ne m'y retrouve plus, je m'y perds, je ne reconnais plus les lieux. Pourtant, j'ai fait 10 ans ici. Alors c'est vrai que selon la formule pompidolienne, l'opposition pour un acteur politique, c'est comme être condamné à lire, c'est comme pour un poète, être condamné à lire les vers d'un autre poète. Mais c'est une certaine élégance intellectuelle et politique de M. Boni de reconnaître, même à demi-mot, que ce qui se fait est bien. Parce qu'il a ajouté, ça vous a peut-être échappé, il a dit que Dieu continue à bénir notre pays. Après avoir exprimé son agréable surprise de voir la transformation des lieux, il a ajouté. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. En fait, à demi-mot, il dit que la dynamique est bonne. Et quand il ajoute que Dieu continue à bénir notre pays, c'est en fait une prière pour que
ce qu'il se fait de bien là puisse continuer à se faire Alors, davantage. pour deux personnalités que tous les faits opposent pratiquement, hein. Vous avez rappelé tantôt les faits malheureux de 2019, ce qui a pu se passer, Patrice Talon qui dit que c'est désormais impardonnable. Les populations ont été surprises de l'ambiance qui a prévalu au cours de cette audience-là. Est-ce que ça a été fait devant caméra pour montrer que tout va bien? D'ailleurs, Boni Yayi l'a dit, il n'y a pas de querelle profonde entre Patrice Talon et moi. Qu'est-ce qui peut justifier tout ça là? C'est vrai que on ne le dira jamais assez, hein. Et M. Boni Yayi, comme quelques-uns de nos compatriotes, ont pu aller parfois loin, très loin, dans les outrances à Patrice Talon, dans la défiance à la République. Mais, vous voyez, les acteurs politiques ont ce chic de savoir, après, malgré tout, se retrouver et se parler. Et c'est l'occasion de faire la pédagogie à l'endroit de nos compatriotes pour leur dire qu'il y a 10 000 moyens de revendiquer. On n'a pas besoin d'aller casser la République. On n'a pas besoin d'aller exposer inutilement sa vie quand il n'y a pas une raison, mais vraiment majeure, qui vous pousse à être martyr. Ça ne sert à rien. Et l'ambiance qui a prévalu, c'est une ambiance saine. Est-ce que ce n'est pas joli pour le monde de voir qu'au Bénin, les acteurs politiques, même quand ils ont pu être diamétralement et farouchement opposés, puissent se retrouver de la sorte? Je crois que c'est un message fort que les deux personnalités envoient à l'opinion, mais particulièrement à nos compatriotes, dont certains ont pu malheureusement se rendre coupables de faits et d'actes répréhensibles. Est-ce qu'à l'issue de l'audience, Patrice Talon a pu, comme il le fait habituellement, rapidement concerter son cabinet pour faire quelques éminences grises de la présidence? Il parlera sans doute avec les personnes, les responsables d'institutions avec lesquels il doit parler des questions qui lui ont été soumises, et à l'occasion, si cela appelle une décision ou une action, vous en serez informé. Voilà, vous parliez du chef de file de l'opposition tout à l'heure. Les mêmes doléances que Yayi Boni a portées aux oreilles du président de la République ont été déjà maintes fois abordées par M. Paul Rounkwe. Visiblement, ces doléances portées par le chef de file de l'opposition n'ont pas eu le même écho que ces mêmes doléances portées par le président Yayi Boni. Est-ce que ça ne participe pas aussi, ce faisant, de cette tentative récurrente de délégitimation de Paul Rounkwe dans l'opinion? Est-ce que ce n'est pas fâcheux pour l'architecture institutionnelle? Non. D'abord, à ce que je sache, M. Rounkwe n'a pas fait la demande de rencontrer le président Patrice Talon pour aller lui soumettre directement ses préoccupations. J'ai noté qu'il a rencontré il y a un certain temps quelques responsables d'institutions avec qui il a parlé. J'ai suivi les reportages. S'il avait été voir le chef de l'État, cela aurait eu à peu près le même effet. Mais après, quand Boni Yayi, ancien président de la République, et il a dit, je suis ici en tant qu'ancien président de la République, demande à rencontrer le président Patrice Talon, par courtoisie républicaine, il ne lui demandera pas forcément, mais de quoi on veut parler, pourquoi tu viens? Pas forcément. Donc il n'y a pas eu de préalable à cette... En quel thème? De concertation. Les seuls préalables, c'est qu'ils se sont parlé au téléphone, et l'autre a dit, j'aimerais être reçu. Et le président de la République l'a reçu. Mais je précise encore, par courtoisie républicaine, par respect, il ne lui demanderait pas, bon, si tu viens, de quoi on veut parler? On vient, et puis il vient, il expose ses préoccupations. Et voilà pourquoi vous pouvez le noter et souligner cela, parce que c'est beaucoup de sagesse, et dans la posture républicaine du président Patrice Talon, c'est quelque chose à saluer. Vous avez vu qu'il n'a pas sauté tout de suite sur les doléances pour dire, bon, je pense ceci de tel, je pense cela de tel autre. Il a écouté, il a pris bonne note. Il avisera. Oui, c'est vrai qu'au lendemain des législatives de 2019, Patrice Talon avait attendu Boni Yayi à la présidence. Enfin, nos sources nous ont renseigné sur cette audience-là, qui finalement n'a pas pu se tenir. Pourquoi c'est maintenant que les deux anciens amis, vous insistez sur le fait qu'ils sont amis, mais deux anciens ennemis également, pourquoi c'est maintenant qu'ils se rencontrent? Parce que c'est maintenant que c'est l'heure. Est-ce que vous sauriez me dire, vous, entre la poule et l'œuf, qui est le premier?
Est-ce que vous saurez me dire ça? Vous saurez me dire qui a mis l'eau dans la noix de coco? Et si vous savez le dire, moi je saurais vous dire pourquoi l'autre rendez-vous n'a pu se tenir. Est-ce que Patrice Talon a pu envoyer aussi Boni Yayi en mission à l'issue de cette audience-là, par exemple, pour lui dire, écoutez, monsieur le président, je veux que vous allez sur tel terrain, préparer telle chose, ramener vos éléments à revoir un peu leur contenu, leur comportement et tout. Encore une fois, le contenu de leur discussion restera dans le secret de leurs échanges. Après ce que vous soulevez comme préoccupation peut s'entendre de ce que si le président Boni Yayi parle au président de la République en lui formulant des doléances, que l'autre puisse lui dire « Ah, mais c'est possible que demain on aille vers telle ou telle solution. Cependant, il faut que les gens qui ont pu avoir telle attitude, telle autre attitude vis-à-vis de la République, il faut qu'ils comprennent bien que cela n'est pas bon. Et donc le rôle de l'ancien, le rôle du sage aussi, c'est de dire à la troupe, c'est de dire aux plus jeunes, ce qu'on a fait, ce n'est pas bon. C'est pas exclu. Voilà. Comment vous voyez Yayi Boni participer à la construction de notre nation pour À cette loterie-là, personne ne gagnerait. Mais vous parlez bien de notre ancien président, Boni Yayi, chacun le connaît. Tout ce que nous espérons, que la République espère, c'est qu'effectivement, il ait la posture du sage, de l'ancien, qui peut conseiller les plus jeunes quand ils se battent, quand ça ne va pas entre eux. C'est tout. Voilà. Oui, on va aborder la question de l'actualité liée à la drogue. Il y a ce communiqué de presse signé du procureur spécial près la Cour de répression des infractions du terrorisme, Mario Cécile Lometonou. Alors, dites-nous, de quoi retourne cette affaire? J'ai vu le communiqué du procureur de la République. J'ai écouté aussi... Du procureur spécial, vous voulez dire? Du procureur spécial près la Criette. J'ai écouté aussi quelques sons de certains activistes politiques, mais qui ont donné dans beaucoup d'amalgames. Ah oui. Ce sont les services béninois, j'insiste, ce sont les services béninois qui ont mené rondement la procédure, qui ont suivi, filé les gens pour aller mettre la main sur cette cargaison extraordinaire. Les services ont, à un moment donné, eu l'information de ce que certains trafiquants, compte tenu du dispositif de traque qui existe au port de Cotonou, parce qu'on sait que généralement les grosses quantités, ils les convoient par bateau, par conteneur, oui, ont trouvé le moyen de rester au large. Donc, ils tiennent le bateau au large de nos côtes. Et nuitamment, ils font venir des pirogues, des embarcations de fortune, comme si on allait pêcher, comme si on allait en villégiature sur la mer, et par petits bouts, ils débarquent. Quand les services ont appris ça, on dit, bon, est-ce qu'on a le moyen d'aller prendre ce bateau-là? On ne sait pas comment ils sont dedans. On va suivre. Donc, ils ont regardé pendant des jours et des jours, voir le manège, et en filant, les uns les autres ont vu où est-ce que les colis atterrissaient. Et donc, à la fin, c'est 2 tonnes et demie. C'est 2 tonnes et demie de cocaïne. C'est beaucoup d'argent. Ça fait, d'après les experts, plus de 1000 milliards de francs CFA. Wow. Vous imaginez que les gens qui font ça, s'ils doivent mener des actions pour attenter à la sécurité, à la stabilité d'un pays, ils se donneraient de bonnes marges de manœuvre. Il faut se féliciter de l'efficacité de nos services. Et contrairement à ce que certains ont pu raconter, il n'y a pas de soupçon qui pèse au jour d'aujourd'hui sur un acteur du pouvoir, un acteur public. Non. On a même entendu dire que le magasin était loué par une société ayant appartenu au chef de l'État, d'après les audios. Mais les informations rendues publiques par le procureur montrent bien que ces magasins sont plutôt loués par quelqu'un d'autre, un étranger. Donc il faut rassurer nos compatriotes et leur dire, ce sont les services béninois qui ont fait. Ce n'est pas des étrangers. Cela montre bien la détermination du gouvernement, quels que soient les acteurs du trafic, à taper dedans, à ne pas tolérer ce genre de trafic
dans notre pays et sur nos côtes. Au regard de la capacité ainsi démontrée par nos forces de sécurité et les services spécialisés, est-ce que ça voudra dire, au regard aussi de l'importance de la prise, est-ce que dans la sous-région, le Bénin est devenu comme une plaque tournante du transit, parce que je suppose que pratiquement 2 tonnes et demie, ce n'est certainement pas pour la consommation locale. Est-ce que la place de Cotonou, le Bénin est devenu un tournant important de transit vers d'autres cieux, quand on suit, en tout cas ce que se dit dans les milieux spécialisés, une réexportation peut-être vers l'Europe? Les premières informations que nous avons eues indiquent effectivement que le produit était destiné à être convoyé vers un pays européen, que je ne cite pas ici, parce que ce n'est pas noble pour les pays de savoir que ces produits coulent chez vous. Ce qui est important et qui anoblit les pays, c'est les mesures qu'ils mettent en place pour éviter ça. Le Bénin, comme tous les autres pays du monde, est sujet aux tentatives, aux velléités de trafiquants. Ils peuvent avoir plus ou moins de fortune en fonction de la quantité. Ils peuvent avoir plus ou moins de fortune. Et je dis, ce que nous avons fait, ce que nos services ont fait d'extraordinaire, c'est d'avoir su mener rondement cette affaire jusqu'à mettre la main sur toute la cargaison. Les services auraient agi précipitamment, que peut-être une bonne partie serait dispersée dans le pays ou serait passée par d'autres endroits. Mais de les avoir laissés emmagasiner progressivement, et de mettre la main sur l'ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que, de mémoire, ça doit être la plus grosse prise réalisée dans notre pays. Pour autant, nous ne sommes pas devenus une plaque tournante. Non. Les velléitaires tenteront toujours de passer ici comme ailleurs. Mais en face, ils auront toujours la riposte de l'État qui a décidé que c'est tolérance zéro à ce genre de crime. Est-ce que vous confirmez alors par là que les enquêtes se poursuivent et que les auteurs au plus haut niveau seront dénichés? Mais je ne sais pas qui vous appelez au plus haut niveau, mais c'est ce que dit bien le communiqué du procureur spécial. Il n'y a pas de raison que les enquêtes ne se poursuivent. Le communiqué dit que 11 personnes ont déjà été appréhendées et que les enquêtes se poursuivent. Donc s'il y en a d'autres, il n'y a pas de raison que ces autres-là ne répondent pas aussi de leurs responsabilités. Voilà, Manan Yamosu, nous sommes au terme de ces échanges avec le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Nous allons peut-être laisser à M. Léon Rumbedi le dernier mot pour sortir de ce débat. Ben, c'est à mon tour de vous remercier pour l'occasion que vous donnez au gouvernement d'avoir expliqué certaines décisions majeures qu'il prend. Et rappeler à nos compatriotes que la finalité de tout cela, de tout ce qui est fait comme réforme, comme action, c'est pour aboutir à l'amélioration substantielle des conditions de vie de nos compatriotes. Comme j'ai dit tout à l'heure, même l'ancien président Boni Yayi, à demi-mot, a laissé entendre que la dynamique était bonne et prié le bon Dieu de continuer à bénir notre pays, en fait, pour qu'il continue à faire ses progrès. C'est que, effectivement, la marche est bonne, nous sommes dans le bon sens. Les résultats que chacun reconnaît aujourd'hui vont s'amplifier de plus en plus. Et quand on dit ça, j'ai envie de vous raconter une anecdote pour conclure. Vous ne me croirez pas, mais c'est pourtant vrai. Fin 2017, début 2018, une de nos compatriotes, donc une béninoise, se rend à Yamoussoukro et va déposer une intention au pied de la Vierge Marie. Savez-vous ce qu'il y avait dans cette intention? Elle priait la Vierge Marie de décapiter. Le mot n'est pas inventé, de décapiter le président de la République. Parce qu'elle ne comprenait pas son action. Elle le trouvait trop rigoureux. C'est authentique, hein, ce que je vous raconte. Parce que c'est authentique parce que par le concours de l'histoire ou des forces de l'esprit, je me retrouvais sur Abidjan et j'ai eu le papier dans mes mains. Mais aujourd'hui, cette personne
et je ne vous dirai pas qui c'est. Cette personne fait partie des plus gros admirateurs du président de la République parce qu'elle a eu le temps de comprendre l'action et de se laisser convaincre par l'étendue des réalisations. Vous voyez jusqu'où l'incompréhension peut amener. Quand on a dit ça, il faut juste se réjouir d'une chose, que le président Patrice Talon soit un homme aussi déterminé, aussi passionné du Bénin, aussi volontaire, aussi volontariste et aussi ambitieux. Parce qu'il dit, il n'y a pas d'ambition trop grande pour un pays. Tout est à notre portée, à nous de le vouloir, à nous de nous organiser, d'être rigoureux dans notre travail, d'être sérieux, et nous aurons les résultats. Et ça, nos compatriotes commencent de plus en plus à le comprendre. C'est revigorant et ça encourage à aller de l'avant. Donc nous avons plaisir à être à leur service. Voilà qui met un terme à ces échanges. Merci Herman Niamboussou pour votre contribution à ce plateau. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis en espérant que ces quelques explications du secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, vous aient aidé à comprendre un peu plus les grands sujets d'intérêt national.